Pierre-Olivier Pinault, je suis le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Bienvenue au webinaire Tendance du parc automobile québécois 2013-2021. On va vous présenter des résultats d'un projet qui nous a emballé et tenu occupé durant pas à temps plein, mais durant ces 2 dernières années. Avant de rentrer dans le cœur de la présentation, je vais laisser Guillaume Paré du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, faire un petit mot d'ouverture. Guillaume, la parole est à toi. Bon, en fait, merci, bonjour. Merci d'être présent à tous. Je me présente là, Guillaume Paré, là, comme Pierre-Olivier l'a dit, je suis conseiller stratégique en mobilité au ministère de l'Environnement. Et puis, pour ceux qui me connaissent, j'ai été aussi au ministère des Ressources naturelles, ainsi que le ministère des Transports, toujours dans le domaine du transport. Euh, la raison de ma présence, c'est que j'ai été le coordonnateur de cette étude là, au nom du gouvernement. Là. Alors, j'ai donc, avec plusieurs de mes collègues, là, suivi celle-ci, fait de la révision. D'ailleurs, j'en profite un peu pour remercier Pierre-Olivier et Benoît de leur patience. Ça a été quand même un long travail, un peu fastidieux par moment. Euh, Comme vous allez le voir durant la présentation, là, cette étude est quand même assez importante pour nous afin de bien comprendre les tendances au niveau du parc de véhicules légers au Québec, mais aussi d'avoir un peu de chiffres tangibles et précis pour éventuellement prendre des décisions là, et appuyer le gouvernement là, au niveau de la lutte contre les changements climatiques. Fait que c'est un peu tout ce que je voulais dire. Fait que je passe la parole à Pierre-Olivier. Merci, merci Guillaume. Donc, ce projet de tendance du parc automobile québécois, c'est en fait un projet qui nous a amené à caractériser la consommation du parc automobile entre 2013 et 2021. C'est le troisième exercice du genre qui se fait. Il y a une équipe à l'Université de Laval qui l'avait fait en 2008 et qui l'a refait en 2011. Et après une équipe de l'Université McGill qui l'a fait en 2016 pour la période de 2003 à 2012. Qu'est-ce que c'est que cette caractérisation des véhicules, la caractérisation énergétique des véhicules légers? Eh bien, c'est associer un taux de consommation, la consommation des véhicules, à chacun des véhicules du parc automobile immatriculé auprès de la SAAQ. Donc, en fait, le projet et les 3 exercices précédents, ce que ces projets-là faisaient, c'est prendre le fichier de quelques millions de véhicules immatriculés auprès de la SAAQ et de leur associer la consommation telle que rapportée par Ressources naturelles Canada. Et en fait, Ressources naturelles Canada compile ces taux de consommation à partir des données des fabricants. Donc, ce sont vraiment les données des manufacturiers qui sont envoyées à Ressources naturelles Canada et c'est de faire un appareillage entre les véhicules qui existent au Québec et ce que les manufacturiers déclarent à Ressources naturelles Canada et d'associer ces taux de consommation. Donc, ça peut paraître à la fois très simple parce qu'on prend un véhicule, une Toyota Corolla 2012, et on associe le taux de consommation qui est déclaré par le manufacturier et on le met ensemble. Ça paraît très simple, c'est en fait un petit enfer sur Terre et c'est peut-être ça qui explique que ce n'est pas un exercice qui est fait régulièrement parce que c'est un exercice qui peut être, qui implique des millions de véhicules et des centaines de modèles différents. Et donc, ça devient très difficile de s'assurer qu'on a la bonne information pour le bon véhicule. Néanmoins, nous sommes très satisfaits des résultats parce qu'on pense avoir, dans la lignée de ce qui a été fait dans le passé, contribué à étendre la connaissance au-delà de 2012, donc de 2013 à 2021, donc sur une période plus longue. Donc ça, c'est des documents qui sont disponibles et qui peuvent être consultés. Il y a des exercices similaires qui sont faits. Je vais mentionner ce que la chaire de mobilité de Polytechnique a fait il n'y a pas si longtemps, 2021-2022, avec un projet qu'ils ont fait avec Équiterre, où ils ont aussi regardé en détail le parc automobile et les dimensions du parc automobile, mais dans leur cas, ils n'ont pas été voir la consommation des véhicules. Donc, ils n'ont pas associé chacun des véhicules avec sa consommation. Donc, c'était un exercice qui ne répondait pas à ce besoin-là de comprendre quelle est la consommation de chacun des véhicules pour pouvoir étudier le parc dans son ensemble.
Et au Canada, personne ne le fait, cet exercice-là, ou s'ils le font, ils le cachent suffisamment pour qu'on ne le sache pas. Aux États-Unis, il y a des exercices un peu similaires qui se font. Chaque année, la Environmental Protection Agency publie un rapport justement sur la consommation des véhicules et les émissions de gaz à effet de serre des véhicules, mais seulement pour les nouveaux véhicules. Donc, ils caractérisent les véhicules qui rentrent sur le marché à chaque année, avec évidemment un an de retard. Et il y a aussi au niveau de la Federal Highway Administration, qui s'occupe des autoroutes américaines, une caractérisation du parc où là, on a la moyenne de consommation du parc complet des États-Unis. Ils ne sont pas très précis sur leur méthodologie et ils donnent très peu de détails plus précis. Comme vous allez le voir, on rentre dans pas mal de détails qui sont intéressants, mais qui vont peut-être pas passionner tout le monde, mais au moins qui sont disponibles pour ceux qui s'y intéressent. Et dans le cas des États-Unis, il n'y a pas ce détail qui est disponible. Donc, des exercices qui sont faits, mais qui ne sont pas aussi détaillés que les nôtres. Pourquoi est-ce que c'est utile de connaître la consommation des véhicules et du parc de véhicules automobiles au Québec? Parce que le gouvernement a différentes cibles. La première cible, qui est peut-être la plus pertinente, c'est la cible de réduction de la consommation de produits pétroliers. Le gouvernement du Québec vise une réduction de 40% de la réduction de produits pétroliers en 2030 par rapport à 2013. C'est certain que si on a plus de véhicules sur la route qui utilisent de l'essence et des produits pétroliers, eh bien, ça va être difficile d'atteindre cette cible-là. Pour suivre l'atteinte de la cible, on peut évidemment suivre les ventes d'essence, mais si on veut un petit peu pouvoir se projeter et comprendre les ventes d'essence et de diesel, eh bien, connaître la composition du parc automobile, comprendre quelle est la consommation du parc automobile peut être utile. Cette cible de réduction de consommation des produits pétroliers, elle est évidemment liée à la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre, moins 37,5% par rapport à 1990 en 2030. C'est quelque chose donc dont on parle beaucoup, qui pourrait survenir en 2030 ou pourrait ne pas survenir, l'atteinte de la cible, si jamais eh bien, le parc de véhicules amenait à une consommation de produits pétroliers qui était au-delà de ce qu'on peut soutenir pour atteindre ces cibles-là. Et il y a une troisième cible du gouvernement qui est liée au parc automobile, c'est la cible de 2 millions de véhicules électriques légers sur les routes. Donc, dans notre caractérisation, bien évidemment, on regarde le nombre de véhicules légers, incluant les véhicules électriques, et on est en mesure donc de pouvoir documenter la manière dont le nombre de véhicules électriques évolue dans le parc automobile. Et tout ça, c'est utile au-delà de l'atteinte des cibles du gouvernement. C'est parce qu'il y a une utilisation des ressources naturelles. Il faut avoir conscience de cette utilisation-là si on veut faire une transition énergétique. Il y a des questions de santé publique en termes, par exemple, dans santé publique sur l'obésité au Québec et au Canada, certains médecins lient ça à justement l'utilisation d'automobiles. Ce n'est pas la cause unique, mais évidemment, plus vous passez de temps assis dans une automobile, moins vous passez de temps en transport actif et ça a des conséquences de santé publique. La sécurité routière, évidemment, si vous avez moins de véhicules sur la route, ça peut aider à avoir une sécurité routière plus élevée. Il y a évidemment des enjeux de congestion et de productivité qui sont liés au parc automobile. Si on a un parc automobile en croissance, eh bien, évidemment, les problèmes de congestion peuvent plus facilement survenir. Et il y a aussi des enjeux au niveau des finances des ménages. Ça coûte cher, ces automobiles-là, ces véhicules à entretenir, à utiliser. Et donc, si l'endettement des ménages, par exemple, est d'intérêt, bien, comprendre l'évolution du parc automobile au niveau des ménages peut aussi être d'intérêt. Nous ne rentrerons pas, ce n'est pas du tout le mandat ici de parler de ces implications-là, c'était surtout pour donner le contexte général de l'utilité d'un tel exercice, c'est que si on comprend bien le parc automobile et sa consommation, bien on peut mieux comprendre éventuellement mieux agir sur ces objectifs-là qui sont d'intérêt général. Euh, Mentionnons aussi au niveau des gaz à effet de serre, parce que c'est un des sujets dont on parle le plus de nos jours, que les gaz à effet de serre du secteur du transport sont importants. En 2021, c'était 43% des émissions québécoises étaient liées au transport. Ces 43%, ça fait 33 millions de tonnes de gaz à effet de serre du secteur du transport. Dans le secteur du transport, une préoccupation particulière, c'est que depuis 1990, ces émissions ont augmenté de 21%, alors qu'à l'ensemble, sur le territoire québécois, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 8%. Donc,
Donc, imaginez si en transport, les émissions avaient été contenues ou avaient diminué, eh bien, on aurait un bilan québécois qui serait bien meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. Et en transport, comme vous le voyez sur les tartes qui sont sur la diapositive, le transport routier représente près de 75% des émissions en transport. Donc, le transport routier est au cœur des émissions en transport. Et dans ce transport routier, ce sont les véhicules légers, ce qu'on appelle les voitures et les camions légers. Et ce sont les deux catégories en rouge ici que vous voyez dans la tarte de droite. Ce sont les types de véhicules que nous regardons particulièrement dans l'étude. Et ces deux catégories, les véhicules légers, les camions légers, donc en gros les VUS et les autos, ça représente 50% des émissions du secteur du transport. Donc même si ce n'est pas autant en croissance que les véhicules lourds, le transport de marchandises qui représente le 18% que vous voyez dans la tarte de droite en bas, ce 18%, il est en croissance plus rapide que les véhicules légers, mais les véhicules légers représentent encore 50% des émissions en transport. Quand vous les combinez, les véhicules légers, les camions légers, c'est 50% des émissions en transport. Donc, c'est le secteur extrêmement important au Québec, le plus important des émissions. Euh, Trois grandes observations. Donc, en fait, je vous fais un résumé de nos observations. Et après, Benoît Vincent, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur ce rapport, va rentrer dans le détail. Trois grandes observations par rapport à nos résultats. Il y a des gains d'efficacité énergétique des véhicules. Quand on prend chaque véhicule, pas chaque véhicule, mais la moyenne de la consommation des véhicules du parc automobile, on passe de 9,9 litres au 100 km en moyenne en 2013 à 9,2 litres par 100 km en 2021. Donc, c'est une baisse de la consommation moyenne. Par contre, et c'est là un autre constat qu'on fait, une observation qu'on peut faire, c'est qu'il y a une croissance et un vieillissement du parc automobile et des véhicules. Donc, le parc de véhicules croît plus rapidement que la population. On va revenir là-dessus. La masse moyenne des véhicules augmente. Les dimensions des véhicules sont en augmentation. On a une augmentation de la largeur, de la longueur et de la hauteur des véhicules. Et l'âge moyen des véhicules est passé de 7,2 ans à 8,2 ans entre 2013 et 2021. On a une arrivée de véhicules électriques qui étaient complètement marginaux en 2013, mais c'est devenu 2,3% du parc en 2021. Donc, ce sont les trois grandes observations. Benoît Vincent qui est ingénieur en véhicules en mobilité connectée et aussi un étudiant à la maîtrise de HEC Montréal, va vous présenter les détails de nos résultats. Par la suite, je vais revenir pour une conclusion et nous allons passer à une période de questions pendant les 15-20 dernières minutes de ce webinaire. Je vous invite d'ailleurs à entrer vos questions dans le petit onglet Q&R dans lequel des questions peuvent être posées. Il y en a déjà une qui a été posée et on va revenir à ces questions-là au fur et à la fin de la présentation, une fois que j'aurai conclu à la suite de la présentation de Benoît. Alors, Benoît, je te cède la parole. À toi. Alors, bonjour à tous. Merci Pierre-Olivier. Est-ce que pour le son et l'image, ça va? C'est très bien, ça va, c'est bien. Ah, OK, parfait. D'accord. Alors, pour la suite de cette présentation, on vous présente sommairement les principales tendances au niveau du parc de ce qui a été observé pour la période de 2013 à 2021, je m'excuse. Essentiellement, je vous invite et on vous invite à consulter le rapport qui analyse de façon beaucoup plus étoffée plusieurs aspects et d'autres aspects additionnels également. Alors, de prime abord, quand on fait référence à Ressources naturelles Canada, c'est entre autres pour les classes de véhicules qui sont analysées. Essentiellement, du côté gauche du tableau ici, dans le fond, le tableau des classes de véhicules, on retrouve 12 classes, dont les classes 1 à 7 pour les voitures qui sont identifiées à gauche du tableau et les classes 8 à 12 pour ce qu'on appelle les camions légers, qui incluent entre autres les VUS et les camionnettes. Ensuite de cette information-là, il faut mentionner aussi que certaines de ces classes
sont subdivisés, entre autres, par exemple, pour les VUS, on a de petits VUS et des VUS qualifiés d'ordinaires ou de référence réguliers. Et finalement, le dernier point qu'il faut mentionner, c'est pour assurer la cohérence avec les précédentes études qui ont été faites de la même façon, les classes de véhicules identifiées 1, 11 et 12, qui sont essentiellement les mini-compacts, les fourgons et les véhicules à usage spécial. Ces véhicules-là sont exclus des analyses. En substance, l'ensemble de ces véhicules-là représente moins de 1% du parc de véhicules. Premier point que l'on vous présente ici, c'est l'évolution du nombre de véhicules au niveau du parc ainsi que la population du Québec. Donc, pour la portion de gauche, au niveau des véhicules légers, pour la période de 2013 à 2021, l'ensemble du parc qui a été analysé représentait un peu plus de 5 millions de véhicules en 2013 et a progressé jusqu'en 2021 à un peu plus de 5,5 millions de véhicules, ce qui représente une progression du parc de véhicules de 11% sur la période. En contrepartie, la population du Québec, pour la même période, affiche une croissance de seulement 6,1%, donc légèrement moins. Lorsqu'on parle ici, c'est du taux de consommation moyen au niveau du parc de véhicules. On y présente trois courbes. La courbe du haut représente le taux de consommation moyen en ville pour la conduite en ville des véhicules. La courbe la plus basse représente le taux de consommation sur route qui est en gris. Et finalement, au centre, on a le taux de consommation combiné qui est dans le fond un amalgame des deux taux de consommation. Et c'est justement le taux de consommation combiné que l'on utilise pour le restant de la présentation. Et pour l'essentiel du rapport, c'est ce taux que l'on regarde. Question de simplicité et de consistance d'un bout à l'autre de l'étude. Alors, pour la période observée entre 2013 et 2021, le taux combiné a diminué de 7,1% sur la période, qui est passé de 9,9 litres au 100 à 9,2 litres au 100 km. Tantôt, je vous ai présenté les différentes classes de véhicules. C'est ce qu'on reprend ici. Ce qu'on présente ici, c'est pour l'ensemble du parc, les taux de consommation moyens observés pour chacune des classes de véhicules. En gris, on a le taux de consommation pour l'année de référence 2013 et en noir, on a le taux de consommation pour 2021. Et chacune des classes de véhicules est présentée à la verticale au niveau de leurs données, en partant avec les camionnettes et en terminant avec les intermédiaires qui affichent le taux de consommation le moins élevé. Pour 2021, je m'excuse, c'est 7,7 litres au 100 km. Essentiellement, ce qu'on peut observer de cette figure-là, essentiellement, c'est que pour l'ensemble des classes de véhicules, on a une réduction du taux de consommation pour la période. Donc, pris individuellement, chaque classe de véhicule a une amélioration au niveau du taux de consommation. Si on s'intéresse un peu plus au niveau des véhicules neufs pour la période, donc l'entrée des nouveaux véhicules, sur la même période, quand le tableau ici présente les différentes classes de véhicules qui étaient observées, mis à part les véhicules 2 places de type plus sportif, où on observe une augmentation importante. Il reste que pour les autres classes de véhicules, ce sont des diminutions pour la période 2013-2021 qui est de l'ordre de 7 à 32%. Donc, essentiellement, si on parle de la classe de véhicules familiales, en 2021, on a un taux moyen de consommation qui est de 5,9 litres au 100 et comparativement à l'année de référence 2013, on a une réduction de un peu plus de 32% du taux de consommation de carburant sur la période. Donc, les améliorations technologiques permettent justement de favoriser cette diminution du taux de consommation. Dans un deuxième temps, on vous présente également la répartition des différents véhicules au sein du parc et c'est là que les choses se jouent essentiellement. Les achats de véhicules et la répartition des véhicules évoluent dans le temps.
Par exemple, ici, on présente pour les années 2013 à 2021, la courbe en gris, ce sont les véhicules compacts qui sont, en 2013, on avait un peu plus de 1,37 million de véhicules compacts et en 2021, on est tout juste sur la barre du 1 million, donc une diminution progressive au cours des années. Alors qu'en contrepartie, par exemple, la courbe en rouge, qui est pour les VUS, on avait un peu plus de 900 000 véhicules en 2013 et ce nombre de véhicules-là a progressé à un peu plus de 1,6 million de véhicules en 2021. Donc, on remplace, techniquement, si je résume, on remplace de plus petits véhicules avec de plus gros. C'est essentiellement, c'est là que sont le principal enjeu. Si on compare les véhicules, les VUS et les compacts, ici, on a l'évolution des véhicules neufs, donc sur la période 2013-2021. À titre d'exemple, les véhicules compacts identifiés en noir et les VUS identifiés en gris. Pour l'année de référence 2013, on avait sensiblement à peu près le même nombre de véhicules, c'est-à-dire 114 000 pour les véhicules compacts et 120 000 pour les VUS, pour un total d'environ 234-235 000 véhicules neufs qui entraient en 2013. Et si on suit l'évolution jusqu'en 2021, on a à peu près toujours le même nombre de véhicules, 234-235 000 véhicules. Cependant, la prépondérance va au niveau des véhicules utilitaires sport, les VUS, qui sont le principal achat de véhicules de ce côté-là. Si on regarde ou on analyse d'un petit peu plus près les VUS, selon la classification utilisée par Ressources naturelles, on peut constater ici pour identifier en noir, ce sont les VUS que Ressources naturelles identifient de ordinaire, donc de plus gros volume, et les plus petits VUS en gris. Alors, ce sont vraiment eux qui ont progressé fortement et qui représentent la principale les principaux véhicules qui entrent du côté des VUS, ce sont de petits VUS, si je peux l'exprimer comme ça. Qui dit changement de véhicule, changement de format, dit également une masse nette des véhicules qui est en augmentation. Alors, ce qu'on peut observer pour l'ensemble du parc sur la période, ici, on a la masse nette moyenne en kilogrammes pour l'ensemble du parc, pour les véhicules. Donc, de l'ordre de 1500 kilos en 2013. La masse moyenne a augmenté et progressé jusqu'en 2021 à 1587 kilos. C'est, en résumé, une progression d'environ 10 kilos par année, 10 kilogrammes sur l'ensemble du parc. C'est quand même pas négligeable. Pour être un petit peu plus dans le détail, au niveau des véhicules légers neufs, selon leur masse, ici, nous avons, pour la période 2013 à 2021, nous avons deux aspects. Les véhicules dont la masse nette est inférieure à 1700 kg, c'est présenté en gris, et les véhicules de plus de 1700 kg en noir. Donc, on voit qu'en 2013, on est dans un ratio d'à peu près le quart des véhicules qui ont une masse nette supérieure à 1700 kg. Et ce pourcentage-là va progresser jusqu'en 2021 où on atteint un peu plus de 40% des véhicules qui affichent une masse nette supérieure à 1700 kg. Je parle de véhicules neufs. Donc, les véhicules qui entrent chaque année, 40% d'entre eux ont une masse nette supérieure à 1700 kg. Qui dit véhicule plus pesant dit véhicule plus gros, plus large, plus long, plus haut. Comme on le voit ici, résumé simplement, on parle d'une augmentation des dimensions au niveau du parc. Ça, c'est plus particulièrement pour les véhicules neufs de entre 2 et 5%. C'est l'augmentation des dimensions des véhicules. Qui dit également plus gros véhicules, ce que l'on présente ici, c'est en quelque sorte la relation entre le taux de consommation moyen des véhicules et la masse nette de ces véhicules.
Donc, essentiellement, au niveau du parc, lorsqu'on regarde les différents types de motorisation, plus les véhicules sont pesants, essentiellement, il y a une relation étroite avec un taux de consommation plus élevé. La tendance est très claire, particulièrement pour les véhicules à essence, les véhicules hybrides branchables et les véhicules hybrides. Pour les véhicules électriques, le taux de consommation est beaucoup plus faible comparativement aux autres véhicules. Il y a quand même une tendance avec le poids des véhicules, mais la relation est moins claire de ce côté-là. Lorsqu'on parle, j'ouvre une petite parenthèse, au niveau des véhicules électriques, ce sont des véhicules dont la motorisation est 100% électrique. Lorsqu'on parle de véhicules hybrides branchables, ce sont des véhicules pour lesquels on a deux motorisations. D'une part, un véhicule, une motorisation soit à l'essence ou au diesel, et d'autre part, une motorisation électrique qui est alimentée par un groupe de batteries et pour lequel ces batteries peuvent être rechargées par une prise extérieure, une borne de recharge. Finalement, les véhicules hybrides, ce sont en quelque sorte aussi à double motorisation ou du moins à support technologie qui supporte la motorisation à l'essence et pour lesquels ces batteries, le groupe de batteries ne peut pas être rechargé par une source externe, ça se fait à même le véhicule. Autre aspect important, c'est l'évolution au niveau de l'âge moyen des véhicules légers. Pour assurer la continuité au niveau de l'étude, on se concentrait sur les véhicules âgés de 15 ans et moins. Mais si on regarde pour l'ensemble des véhicules, c'est la courbe en rouge. En 2013, nous avions un âge moyen de 7,2 ans pour l'ensemble des véhicules et ça a progressé au courant des différentes années jusqu'à 2021 qui a une moyenne de 8,2 ans. À cet effet-là, entre 2013 et 2019, on peut observer une progression moyenne qui est relativement constante. On augmente d'un dixième par année jusqu'à 2019. Et à partir de 2020, ce taux d'augmentation de l'âge moyen progresse beaucoup plus rapidement à un taux de 2 dixièmes par année. Et avec l'évolution du marché, la pandémie et le prix des véhicules actuellement, on peut s'attendre à ce qu'au cours des prochaines années, l'âge des véhicules continue de progresser et probablement à un rythme encore plus accéléré. Si on regarde de plus près les véhicules légers qui sont âgés spécifiquement de plus de 15 ans, pour l'année 2013, nous avions l'équivalent d'à peu près 5% du parc de véhicules, 5,1% pour un total de 237 000 véhicules. Et ces véhicules ont progressé jusqu'en 2021. Ils ont même plus que doublé avec 490 000 véhicules, représentant pas tout à fait 10% du parc. Donc, les gens conservent leur véhicule plus longtemps. Autre aspect abordé dans le rapport et beaucoup plus abordé en détail dans le contenu même du rapport, l'immatriculation des véhicules. On a comparé les véhicules qui sont immatriculés à des fins commerciales comparativement aux véhicules qui sont immatriculés à des fins personnelles. Essentiellement, ce qu'on voit au niveau de la première colonne, c'est le nombre de véhicules immatriculés pour l'année 2021. Donc, on est dans un ratio d'environ 1 pour 10. Donc, 429 000 véhicules commerciaux comparativement à 4,2, 4,3 millions de véhicules immatriculés à des fins personnelles. On constate ici au niveau du taux de consommation moyen que les véhicules commerciaux ont un taux de consommation moyen pour l'année 2021 qui est légèrement plus élevé que les véhicules personnels, soit 10,5 litres au 100 comparativement à 9,3. Mais autre élément important, c'est la masse nette des véhicules pour lesquels on est à tout près de 300 kilos plus pesants ou la masse nette est plus élevée de 300 kg avec 1830 kg comparativement à 1556 pour les véhicules personnels. À cet effet-là, je vous invite à consulter le rapport où on analyse beaucoup plus en détail la répartition et la représentation des véhicules commerciaux. Ensuite, on a également abordé le parc de véhicules, sa répartition au niveau des
des véhicules qui sont immatriculés au nom de femmes et d'hommes. Alors, de ce côté-là, le nombre de véhicules immatriculés en 2021, 1,9 million pour les femmes et 2,4 millions pour les hommes. Une forte augmentation pour la période pour les femmes de 10,8 % sur la période, donc une progression d'un peu plus d'1 % par année sur les 8 ans. Comparativement aux hommes, la progression est 2 fois plus rapide et même pratiquement 3 fois plus rapide. Chose importante, le taux de consommation moyen chez les femmes, les véhicules immatriculés au nom des femmes, 8,8 litres au 100 comparativement à 9,7 litres chez les hommes. Tout âge confondu, normalement, pas juste normalement, de façon générale, le taux de consommation des véhicules chez les femmes affiche un taux de consommation moyen moins élevé que celui des hommes. Et c'est la même chose pour la masse nette au niveau des véhicules. Ici, on a un écart de près de 200 kg pour l'année 2021, 1464 kg en moyenne chez les femmes, comparativement pour les hommes à 1630 kg. À cet effet-là, dans le rapport, on adresse plus en détail la répartition des différents véhicules pour les différents groupes d'âge du propriétaire ainsi que pour les hommes et les femmes. Dans le cadre de la présentation, on est limité dans le temps, fait qu'on n'entrera pas dans ces détails-là, mais essentiellement, je vous invite à consulter le rapport. On y présente de façon un peu plus exhaustive l'évolution au niveau des différents groupes d'âge. J'aimerais terminer sur la dernière portion qui concerne tout ce qui touche aux véhicules entièrement électriques, les véhicules branchables, les hybrides branchables, ainsi que les véhicules hybrides. Essentiellement, ce qu'on voit ici pour l'évolution de 2013 à 2021, la courbe en gris présente l'évolution des véhicules hybrides et la courbe en noir, ce sont les véhicules électriques et en rouge, les hybrides branchables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des véhicules hybrides, c'est la façon que c'est défini au niveau de Ressources naturelles Canada, c'est un amalgame de différents types de véhicules avec des assistances technologiques au niveau des véhicules qui étaient déjà omniprésents en 2013. On voit leur nombre déjà de 24 000 plus de 24 000 véhicules en 2013, alors qu'à cette époque-là, les véhicules électriques et les hybrides branchables étaient à peu près inexistants ou du moins très peu, là, 768 véhicules électriques et 1542 véhicules hybrides branchables, mais la situation a progressé au courant des années et en 2021, on peut observer près de 72 000 véhicules électriques au Québec et plus de 57 000 véhicules hybrides branchables pour l'année 2021. J'attire votre attention sur l'année 2019 où c'est l'année pour laquelle on a commencé à avoir davantage de véhicules entièrement électriques comparativement aux véhicules hybrides branchables, avec 34 000, un peu plus de 34 000 véhicules comparativement à un peu plus de 32 000 véhicules au Québec en 2019. Un des éléments importants qu'il faut prendre en considération, c'est qu'avec l'évolution technologique des véhicules électriques particulièrement, c'est un des facteurs importants, c'est l'autonomie des véhicules. Donc, l'autonomie des véhicules en mode 100% électrique, mais là, du côté des véhicules électriques, ça va de soi, mais pour les véhicules hybrides branchables, donc, normalement, ce sont des véhicules pour lesquels on a une autonomie en mode 100% électrique qui va se situer entre 20 et tout au plus 100 km de distance, alors que pour les véhicules électriques, si je prends l'année de référence 2021, à titre d'exemple, la majorité des véhicules ou la plupart des véhicules Tesla offraient une autonomie d'au-delà de 500 km. Donc, ça donne une idée du type d'autonomie qui est en évolution et les développements technologiques vont pousser cette autonomie-là au niveau des véhicules au cours des prochaines années. Autre point, au niveau des véhicules électriques et des hybrides branchables, essentiellement, on s'est intéressé aux principaux manufacturiers et au type de véhicules qui étaient vendus. Alors, on voit ici une préférence ou en tout cas les modèles,
pas les modèles, les marques les plus populaires. Donc, on est au niveau de Chevrolet, Tesla, Hyundai et Toyota. Essentiellement, si je prends pour exemple au niveau de Chevrolet, en noir, on a les véhicules entièrement électriques et en gris, on a les véhicules hybrides branchables. Donc, ces deux catégories-là totalisent près de 25 000 véhicules en 2021, alors que pour Tesla, ce sont uniquement des véhicules entièrement électriques où on totalise près de 21 000 véhicules entièrement électriques pour l'année 2021. Je termine sur cet aspect-ci au niveau des classes de véhicules. Donc, pour chacune des classes de véhicules qu'on a présentées initialement, on a en ordonnée les intermédiaires, les VUS, les familiales, etc. Et le nombre de véhicules, soit électriques, soit hybrides branchables. Alors, on voit que les classes les plus populaires, ce sont les intermédiaires, les VUS et les familiales, essentiellement de plus gros véhicules en comparaison aux sous-compacts et aux compacts. Donc, la faveur de ces véhicules-là exige des véhicules, je m'excuse, ce sont des véhicules essentiellement plus gros que les compacts et les sous-compacts. Alors, à titre d'exemple, les intermédiaires, on totalise plus de 50 000 véhicules en 2021, alors que pour les VUS, on est au-delà du 30, proche de 32 000 véhicules, soit électriques ou hybrides branchables, dans les catégories qui sont admissibles d'ailleurs au programme de subvention du gouvernement. Sur ce, je vais retourner la parole à Pierre-Olivier pour les enjeux. Merci Benoît. Je vais repartager mon écran et pour revenir à ma présentation qui est effectivement la même que celle de Benoît. Pour simplement conclure un peu la présentation avec quelques enjeux qui sont survenus. Il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. J'ai répondu à certaines de ces questions par écrit. On va revenir sur les questions par la suite. Mais en gros, 5 enjeux identifiés dans cette évolution-là. Le premier enjeu, qui est probablement le plus préoccupant, c'est le rythme de décroissance du taux de consommation moyen. On l'a vu avec les données que Benoît a présentées, que par catégorie de véhicules, on a une décroissance du taux de consommation qui est de l'ordre de 15%, voire 20% dans certains cas, mais que quand on regarde au global, on a une diminution de la consommation qui est bien moindre, qui est plus de l'ordre de 8-9%. Donc, malgré les gains techniques dans les véhicules, le taux moyen de consommation du parc automobile ne diminue pas aussi rapidement que chacune des classes. Et ça, c'est essentiellement parce que de plus en plus, les consommateurs, et c'est une tendance qu'on a vue et que Benoît a illustrée, eh bien, on délaisse certaines catégories de véhicules, les compacts, les sous-compacts, et on investit des catégories de véhicules plus lourds, les VUS en particulier. Et donc, au lieu de réaliser un gain total dans la réduction de la consommation, eh bien, on réalise un gain moindre en passant d'une compacte à un VUS, parce que le VUS va toujours consommer plus que le compact. Donc, quand je dis toujours, c'est un petit peu exagéré. Il peut se trouver un VUS qui consomme moins que certains véhicules compacts, mais c'est très rare. D'une manière générale, les véhicules compacts consomment beaucoup moins que les véhicules, que les VUS. Et donc, c'est cet deuxième enjeu, la tendance vers les gros véhicules. Ce n'est pas qu'un enjeu pour la consommation, mais c'est aussi un enjeu pour les matières premières qui rentrent dans la composition de ces véhicules-là, pour le poids moyen des véhicules, les ressources naturelles qu'on utilise, aussi un impact sur la sécurité des piétons et des cyclistes. Plus on a des gros véhicules, plus l'impact est dur pour les personnes qui se font heurter lors d'incidents malheureux sur la route. Donc, c'est une tendance. Les gros véhicules, même ils consomment moins ou sont électriques, eh bien, ont une incidence sur l'extraction de matières premières et donc sur la consommation d'énergie et les GES, même si le véhicule en tant que tel n'émet pas de GES, et a un impact sur la sécurité routière. Le troisième enjeu, la croissance du parc automobile, qu'il soit électrique ou non électrique, cette croissance du parc automobile a des implications sur l'occupation du territoire, a des implications sur le portefeuille des ménages.
a une implication sur la congestion routière. On voit que le parc automobile est en croissance. Ça ne peut pas être considéré comme une bonne chose par rapport aux aspects que j'ai mentionnés de congestion, occupation du territoire et évidemment utilisation des ressources naturelles. Quatrième enjeu, parc automobile vieillissant. Ça, c'est un enjeu qui est un peu plus difficile à cerner comme étant un enjeu préoccupant, parce que dans un sens, c'est une bonne chose que les véhicules durent plus longtemps et servent plus longtemps. On ne voudrait pas que les gens changent de véhicule tous les 2 ans sans utiliser davantage leur véhicule. Donc, dans un sens, c'est une bonne chose que le parc automobile soit vieillissant. Mais par contre, ce parc automobile vieillissant ne se traduit pas par des ventes de véhicules qui diminuent parce que les gens en achètent moins. C'est simplement que les gens gardent plus longtemps leur véhicule. Ça sera un enjeu à terme parce que ça veut dire que le parc de véhicules se renouvelle moins rapidement, donc les véhicules électriques vont peut-être rentrer dans le véhicule, enfin vont rentrer dans le parc, mais ne pas toujours renouveler complètement ou remplacer un véhicule à essence parce que ces véhicules à essence restent davantage présents. Ça va être un enjeu parce qu'il va falloir servir ces véhicules à l'essence plus longtemps et donc maintenir des infrastructures de ravitaillement, des stations-service pour avoir de l'essence pour ces véhicules qui restent plus longtemps. Et, euh, et ça va être un enjeu parce que s'il y en a de moins en moins, mais qu'ils durent de plus longtemps, la rentabilité des infrastructures d'essence, de faire le plein d'essence, va être à risque. Et le cinquième enjeu qu'on peut mentionner, c'est celui que Benoît a mentionné, que les femmes sont en voie de rattraper les hommes en termes de type de véhicule et de grosseur de véhicule. Et évidemment, d'une manière générale, on ne veut pas avoir des disparités entre groupes sociaux et on veut évidemment, il est tout à fait souhaitable et nécessaire d'avoir une égalité entre les genres et les différents groupes sociaux. Le problème, c'est que si l'égalité nous amène à avoir des véhicules plus lourds, plus consommateurs et plus de véhicules, ce n'est pas dans la même direction que celle du développement durable ou des cibles que j'ai mentionnées auparavant, les cibles de réduction de la consommation et des GES. Et ça, c'est un problème. Il y a même une catégorie d'âge où les femmes ont dépassé les hommes en termes de nombre de véhicules par 1000 habitants. Dans la catégorie 20-29 ans, les femmes ont maintenant plus de véhicules par 1000 habitants que les hommes, alors que on pourrait imaginer un monde où les jeunes ont moins de véhicules parce que parfois on entend qu'ils sont moins intéressés par les véhicules, mais ça ne semble pas être le cas dans les chiffres que nous avons mentionnés. Donc vous remercie, je remercie le gouvernement du Québec pour son support durant ce projet-là, un projet nécessaire pour mieux comprendre le parc de véhicules. Et je m'arrête ici au niveau de la présentation pour aller dans les questions. Il y a déjà plusieurs questions qui sont là et je vais commencer avec la question d'Alexandre Dussault qui pose la question: quels sont les principaux facteurs qui, selon vous, expliquent pourquoi la taille du parc automobile augmente plus rapidement que la population? Euh, alors, Benoît, si tu as quelque chose, tu peux y aller, mais moi, je peux y aller rapidement, mais c'est bon. Ceci dit, je ne vais pas répondre trop en détail parce que ce n'est pas le sujet direct de l'étude, mais parce que nous, on fait les constats. Mais évidemment, la population québécoise s'est globalement fortement enrichie ces 10 dernières années et même ces 30 dernières années. Donc, la richesse collective augmente et quand on est riche, on a tendance à acheter plus de véhicules et c'est ce qui serait le principal élément explicatif pour l'augmentation de la taille du parc de véhicules plus rapidement que la population, c'est la richesse collective. Et Benoît, ça c'est une question à laquelle tu pourras peut-être répondre plus facilement. Marc-André Desauniers demande: qui décide de l'appartenance d'un véhicule à une catégorie et selon quels critères? Il y a plusieurs questions justement sur les catégories de véhicules. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un véhicule est classé comme VUS ou intermédiaire ou autre? Essentiellement, ce sont pour les voitures, ce sont en termes de dimension au niveau du véhicule et pour les camions légers, c'est en termes de poids du véhicule.
Donc, de ce côté-là, les données publiées par Ressources naturelles, les véhicules sont déjà identifiés comme tels, comme appartenant à une classe ou l'autre de véhicules. Et il n'est pas exclu qu'à travers le temps, au cours des années, dépendamment, il y a certains modèles de véhicules qui vont changer de classe en fonction d'effectivement ces fameuses dimensions ou ce poids du véhicule qui va franchir les seuils de classification. C'est lié à une autre question qui justement parle de la Volkswagen Golf qui serait passée dans la catégorie VUS parce qu'elle a 5 portes. Et c'est vrai que c'est un enjeu, en tout cas peut-être, je ne sais pas dans ce cas précis, mais c'est un enjeu qu'on a vu des véhicules changer de catégorie d'une année à l'autre et que c'est un peu problématique. Ces changements de catégorie, ça reste néanmoins marginal comme enjeu. Charles-Antoine Séguin pose la question suivante. Plusieurs marques, modèles de véhicules ne concordent pas entre la SAQ et Ressources naturelles Canada. Avez-vous quantifié ces valeurs manquantes et que leur avez-vous contribué comme consommation? Alors, Benoît, tu compléteras, mais en fait, il y a une étape supplémentaire que je n'ai pas mentionnée. Le fichier de la SAQ qu'on a obtenu, on l'a fait décoder avec les numéros des véhicules, les numéros d'identification des véhicules. On l'a fait décoder par une compagnie américaine qui s'appelle ESP, qui donnait différentes informations techniques sur les véhicules supplémentaires, donc des informations supplémentaires sur les véhicules. Mais ultimement, c'est la code de consommation de Ressources naturelles Canada qui prévalait. Donc, on a pris le fichier de la SAQ, on a ajouté des informations auprès d'un fournisseur américain par rapport à chaque numéro d'identification. Et après, on a associé ça aux informations de Ressources naturelles Canada. Et c'est les informations, en ce qui concerne la consommation, c'est les informations de Ressources naturelles Canada qui prévalaient. Donc, une question générale, pourquoi n'y a-t-il pas plus de compagnies proposant des véhicules de type citadine qui sont moins polluants, tels que Renault, Peugeot en France? Donc, des petits véhicules. C'est l'offre et la demande. Voilà, l'offre et la demande. Il semble que les consommateurs québécois ont des préférences pour des gros véhicules. Et c'est ce qui amène beaucoup de compagnies de véhicules à retirer même leurs sous-compacts ou leurs compacts, à ne plus les offrir. Je peux penser à la Toyota Yaris qui n'est plus vendue au Canada, mais qui est encore vendue en Europe. Stéphane Arsenault demande, et là Benoît essaie de vérifier, est-ce que nous avons la durée de vie moyenne des véhicules par catégorie? Ça serait possible de le faire, mais je ne pense pas qu'on présente les données par catégorie de véhicules pour Donc, pour l'âge ou répondre la à la durée. question, on a l'information pour obtenir le résultat souhaité, hein, pour l'information souhaitée, mais dans le rapport, on n'a pas abordé cette question-là au niveau de l'âge moyen des véhicules. Il y a un nombre de croisements quasi illimité qu'on pourrait faire entre les régions, les âges des propriétaires, le genre des propriétaires, les types de véhicules. Donc, on n'a pas fait tous les croisements, on n'a pas pensé à ce croisement-là, mais ça pourrait être intéressant. Mais il y a un volet au niveau du rapport qui est adressé au niveau de la représentativité des différentes régions administratives. Ça, c'est un volet qui n'a pas été présenté dans le cadre de la présentation, mais qui est abordé dans le rapport. Oui. Yannick Sternen demande, je constate qu'on n'a pas de données pour caractériser le taux d'utilisation des véhicules dans l'étude. Effectivement, est-ce qu'on a des indications à savoir si Transport Canada ou Statistique Canada ou une autre agence va reprendre la collecte de données concernant l'utilisation moyenne des véhicules, c'est-à-dire le kilométrage moyen? La réponse est non, on le déplore complètement. C'est certain que notre étude ne fait qu'utiliser le taux de consommation officiel déclaré par le fabricant, qui lui-même, ce taux de consommation peut être différent du taux réel. Et d'ailleurs, Luis Miranda, qui avait
participé, enfin qui avait mené la caractérisation précédente à l'université McGill, fait un projet de recherche actuellement pour comparer la consommation réelle des véhicules dans des contextes réels et ceux déclarés par les manufacturiers auprès des gouvernements. Mais c'est encore différent de l'utilisation réelle du véhicule, combien de kilomètres par année sont parcourus. C'est un sujet qui est abandonné par Transport Canada, Statistique Canada et les gouvernements. Donc, je souhaite ardemment que ces données-là soient étudiées davantage parce que c'est très important de savoir comment les gens utilisent leurs véhicules. Mais aujourd'hui, à ma connaissance, aucune enquête de Statistique Canada ou de Transport Canada ne vise à calculer ce genre de données-là. Et au contraire, ça a été abandonné ces dernières années, comme si on ne souhaitait pas documenter l'utilisation moyenne des véhicules. Amélie Beaupré-Moreau demande: avez-vous mesuré si les tendances pour les véhicules électriques et hybrides branchables par rapport à la grosseur des véhicules, si ça augmente avec le temps? Alors, on n'a pas directement regardé. On a les données pour voir si la grosseur des véhicules augmente. Ce qu'on sait, c'est qu'on vend moins de petits véhicules électriques et plus de VUS électriques. Je ne sais pas, Benoît, si tu as d'autres éléments à rajouter là-dessus. Ben, dans ce que j'ai présenté, on voyait déjà une prépondérance au niveau des véhicules utilitaires et juste une seconde. Les intermédiaires, les VUS et les familiales. Cependant, année par année, il faudrait le décortiquer comme tel pour sortir les chiffres à cet effet-là, mais on a l'information pour le faire. Il faut dire que l'offre n'est pas là non plus, là. Si vous allez à un salon du véhicule électrique, c'est des gros véhicules de façon générale, là. Il y a certains modèles qui sont petits, là, comme les Bolt. Exact. Mais c'est ça. Il y a une question d'offre actuellement. Là, du fait du coût, les manufacturiers ont tendance à pousser encore plus vers les gros véhicules électriques pour le moment. Sylvain Légaré a aussi une question par rapport au kilométrage et il dit que si 5 personnes possèdent 3 VUS mais ne l'utilisent que 50% du temps, voilà, mais 50% de moins qu'il y a 10 ans, ça n'a pas d'influence. Et c'est vrai, donc le kilométrage, l'utilisation des véhicules est en fait essentiel. Si tout le monde achetait des véhicules simplement pour les garder dans leur garage, il n'y aurait pas de consommation d'essence, pas de GES lié à ça. Ce qu'on peut constaté au niveau des ventes d'essence et des ventes de diesel, mais surtout les ventes d'essence, c'est qu'à la COVID, il y a eu un déclin, mais qu'on a vite rattrapé les niveaux de vente d'essence. Donc, globalement, on n'a pas d'augmentation de la consommation d'essence. Donc, c'est une moins mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitent un déclin de la consommation d'essence. On peut dire qu'il n'y a pas d'augmentation, malgré la croissance du parc automobile, il n'y a pas d'augmentation des ventes d'essence, mais il n'y a pas non plus de déclin des ventes d'essence, malgré l'augmentation l'amélioration de la consommation des véhicules. Donc, le nombre de véhicules reste un enjeu parce que c'est quand même des véhicules qui sont achetés pour être utilisés. Et même s'ils sont moins utilisés en moyenne, l'augmentation du parc fait en sorte que globalement, il y a une plus grande utilisation. Et au niveau de la congestion, on peut le constater, il n'y a pas une diminution de la congestion sur les routes et c'est lié à la fois au nombre de véhicules, mais aussi à la taille des véhicules. Comme on l'a détaillé, les dimensions des véhicules sont en croissance. Ça n'aide pas pour la congestion parce que ça prend plus de place. Félix Lavoie pose la question suivante. Compte tenu de l'accroissement de l'âge des véhicules qui sera probablement accru par la prévalence du télétravail ainsi que le vieillissement de la population et de l'incidence des taux d'intérêt élevés, est-ce que vous prévoyez que la taille du parc automobile croisse au même rythme dans l'avenir que dans les 10 prochaines années? Bonne question. Benoît, Guillaume, vous avez des prévisions sur le rythme de croissance future? Sur la taille du parc, il est difficile de dire. Sur l'âge des véhicules, l'âge moyen, on se doute bien que l'âge va probablement encore augmenter davantage au niveau des véhicules. Pour ce qui est de la taille du parc, ça reste à voir.
Oui, je vais un peu dans le même sens. Il faut dire aussi, il faut faire attention, là, il y a une question de fiabilité des véhicules aussi. Là, on le sait, là, quand on regarde vraiment plus loin, là, que les véhicules sont quand même aussi un peu plus fiables que ce qu'ils l'ont été il y a quelques décennies. Fait que ça peut avoir aussi un impact. Mais pour répondre directement à la question, il n'y a rien actuellement qui indique un changement important là, au niveau de la tendance. Là. Un spectateur anonyme dit que nous affirmons que les consommateurs délaissent les petits véhicules comme les compacts, mais n'est-ce pas plutôt le marché qui ne veut pas offrir aux consommateurs les produits dont ils ont besoin et qu'ils aimeraient encore pouvoir se procurer? C'est vrai qu'il y a une diminution de l'offre de petits véhicules, mais si ces petits véhicules avaient été vendus en grand nombre et en plus grand nombre, probablement que c'est des segments que les manufacturiers occuperaient encore. Mais c'est certain qu'avec une offre restreinte, pour ceux qui veulent faire ces choix-là, c'est plus délicat, c'est plus difficile. Il y a encore des petits véhicules compacts qui sont disponibles. Daniel Mongeau pose la question suivante: l'accès à des bornes de recharge dans les quartiers comme l'arrondissement de Villeray sera-t-il un frein au déploiement des véhicules électriques? Probablement, c'est sûr que c'est sûr que si on n'a pas une unifamiliale avec sa propre entrée et sa propre borne de recharge, c'est un enjeu et ça va limiter jusqu'à un certain point les déploiements des véhicules électriques. Ce n'était pas vraiment le sujet de de l'étude, mais ça fait partie des éléments là qui vont être devoir considérés pour l'électrification du parc. Si les gens gardent leur véhicule léger plus longtemps, même s'ils consomment de l'essence, il me semble que ça va prendre moins de ressources que de changer aux 10 ans. Oui, et c'est ce qu'on dit. C'est pas forcément, c'est une bonne chose de garder son véhicule plus longtemps, mais ça va être un enjeu parce qu'on va avoir un parc de véhicules à essence qui va être présent encore longtemps. Donc, et donc, je dis pas que c'est un enjeu négatif ou positif. Il y aura des aspects positifs, notamment justement le fait qu'on utilise la même ressource plus longtemps. Mais ça contribue à l'accroissement du parc automobile et ça ralentit le renouvellement du parc. Et si on vise une diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais plus longtemps on va garder des véhicules à essence, et d'autant plus si ce sont des gros véhicules comme le parc tend à le devenir, un parc de gros véhicules, mais ça va être des véhicules qui vont consommer davantage pour plus longtemps. Je vais ajouter un élément, Pierre-Olivier, c'est que les normes d'émission des véhicules tendent à être de plus en plus sévères. Fait au niveau des émissions de GES, plus le véhicule est vieux, plus les normes sont élevées par rapport à les normes actuelles. L'autre élément aussi, c'est l'usure du véhicule qui peut avoir un impact sur le taux d'émission de celui-ci. Un véhicule, si on calcule son taux d'émission la première année, par exemple, versus la 10e année, il sera probablement plus polluant sans donner de chiffres. Donc, ça aussi, ça peut avoir un impact. Là, on est au niveau des GES, mais Pierre-Olivier l'a dit aussi, il y a aussi la fabrication du véhicule là, qui a un impact sur l'environnement. Il reste 2 minutes, je vais choisir quelques questions, mais une question de Roger Constantin: peut-on avoir les données de base de l'étude? Très bonne question, c'est une grosse base de données avec des données en fait qui sont jusqu'à un certain point confidentielles et qui appartiennent au gouvernement. Donc, vous pouvez faire une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour savoir si les données peuvent être rendues Non, disponibles. Nous, on ne peut pas les partager en tant que telles. non, Pierre-Olivier l'a dit, les données sont confidentielles. Ce qui est présenté, c'est amalgamé, donc pour le respect de la confidentialité. Par contre, il y a des données qui peuvent être obtenues directement à la Société d'assurance automobile. Ce qui peut être diffusé, ils peuvent vous le diffuser, ça. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a des données permettant de caractériser, de suivre le parc d'autopartage, par exemple Communauto? Excellente question. La réponse est oui. Et dans notre rapport, on a une petite section spécifiquement sur Communauto parce qu'on a étudié différents parcs de véhicules
et en fait de parcs de véhicules commerciaux. Et Communauto a un des plus gros parcs de véhicules commerciaux au Québec. Et donc, on a des informations sur les 10 plus grands parcs de véhicules commerciaux. Il y a des locateurs, évidemment, il y a différents ministères, et il y a Communauto qui a un parc de véhicules. Et le taux de consommation des véhicules du parc de véhicules Communauto est plus bas que le parc de véhicules moyen au Québec. Donc, Communauto est caractérisé. On en parle spécifiquement dans notre rapport. Donc, on va prendre une dernière question avant de terminer. Je la prends vraiment au hasard. Ne deviendra-t-il pas intéressant très rapidement de distinguer la consommation d'essence et consommation d'électricité au lieu d'amalgamer le tout dans le concept de consommation énergétique? Oui, on le fait dans le rapport de caractérisation. En fait, on considère les émissions de GES d'un côté et on considère la consommation d'énergie de l'autre. Et c'est les émissions de GES qui nous préoccupent le plus. Alors, on peut regarder les taux d'émissions de GES et on regarde ça d'un côté et on pense que la consommation d'énergie est aussi importante à considérer en elle-même, parce que même un véhicule électrique, s'il est de type VUS, il va consommer 2 fois plus d'électricité qu'un petit véhicule, qu'une voiture compacte électrique. Donc, même au niveau de l'électricité, la consommation d'énergie est un enjeu, parce qu'on le sait, au Québec, on va avoir des enjeux sur l'électricité. On en a déjà. Donc, je vous remercie. Benoît, Guillaume, un mot de la fin? Merci à vous. Oui, c'est la même chose pour moi. Merci d'être venu. Et comme Pierre-Olivier l'a dit, les études sont disponibles sur le site de HEC. Merci Guillaume, merci Benoît, merci aux 170 personnes qui ont participé à ce webinaire. Et rendez-vous le 30 octobre prochain pour un autre webinaire de la chaire où on va parler de transport de marchandises lourds et on va présenter 2 alternatives pour réduire les émissions en transport de marchandises lourds avec des véhicules routiers zéro émission et avec du transfert modal vers le train. Dans les 2 cas, il y a des opportunités de réduire les GES et de réduire les coûts, donc des perspectives enthousiasmantes pour la transition énergétique. Je vous remercie, excellente journée à tous. Au revoir.